bienvenue. Désolée aussi pour le petit retard. Welcome to Jungle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le média qui est dédié au travail à travers différentes choses, nos conférences, nos magazines, nos articles. Et on présente aussi des boîtes qui recrutent sur la plateforme. Je vais enlever ça parce que c'est un peu bizarre. L'objectif de l'événement de ce soir, c'est de vous amener à vous questionner en vous proposant le retour d'expérience de nos deux invités. Et leurs conseils. On va démarrer avec une partie conférence qui va durer une petite heure. Ensuite, il y aura une partie questions-réponses. Et ensuite, on pourra prendre un petit apéro tous ensemble. Un grand merci d'ailleurs à Morning Coworking qui nous héberge pour cette conférence. Ce soir, on va parler du sujet du management et plus précisément du moment où on devient manager. On fait ses premiers pas avec sa nouvelle équipe. Manager, c'est un exercice complexe et c'est pas inné pour tous. Et c'est d'ailleurs pas fait pour tous. On va voir comment on prépare au mieux son évolution de poste, comment on s'organise et comment on gagne la confiance de ses collaborateurs pour les faire monter en compétences et les faire grandir dans l'entreprise. Évidemment, il n'y a pas de recette magique parce que c'est à vous de trouver un peu le style qui vous correspond. Mais il y a des bonnes pratiques que vont vous donner nos deux intervenants. Donc, Marie Camier, qui est coach et fondatrice du cabinet de coaching Nouveau Chemin. Et avant cette activité, Marie, elle a été pendant près de 10 ans manager chez Orange. Et a donc accompagné et dirigé des équipes assez importantes en termes de nombre. Et Yann Simon, qui est le cofondateur de Wilddesk, une start-up de 10 personnes qui aide les entreprises à booster le bien-être de leurs collaborateurs en proposant des offres de fruits et snacks bio, de plantes et autres services healthy. Je précise que Yann remplace Caroline, puisqu'on a eu deux petites surprises aujourd'hui, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Marie, je vais commencer avec toi. Je le disais dans l'introduction, je pense que la première question à se poser, c'est d'abord, est-ce que j'ai envie d'être manager avant de le devenir ? Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent être manager aujourd'hui et il y a diverses raisons qui peuvent vous amener à vouloir être manager. Il y en a une qui n'est pas toujours la bonne, c'est ceux qui deviennent manager parce qu'il en faut bien un, ou ceux qui veulent être manager parce que à la clé, c'est une promotion, c'est du salaire, mais qui n'ont pas d'appétence pour le sujet. Et puis après, il y a tous les autres qui ont une véritable appétence pour le sujet ou qui vont être capables de la développer parce qu'ils vont s'intéresser à ce que c'est que la matière managériale. Et donc, pour moi, ce qui est important à faire au début, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être manager ? Est-ce que j'ai envie déjà ? Et construire à partir de cette envie. Et du coup, il y a beaucoup cette phrase qui revient de « il faut que je trouve mon style de management ». Est-ce qu'il y a un vrai style de management et comment tu le trouves en fonction de ce que tu es et de ta personnalité ? Alors, il n'y a pas un style de management parce que déjà, il y a autant de personnes, de styles de management que de managers. Et puis, il y a pas non plus, on n'a pas non plus un seul style, on va devoir s'adapter à ses collaborateurs. Donc, très souvent, on a un style de confort. Si déjà, on a trouvé un style de confort, c'est pas mal. Et ce style de confort, c'est beaucoup basé sur la connaissance de soi. Parce que c'est quand on est aligné avec qui on est, avec ses valeurs, qu'on va trouver l'énergie. Sur mon premier poste de manager, j'essayais de donner une image beaucoup plus dure et beaucoup plus autoritaire que ce que je ne dégageais vraiment. Et j'étais en plus très jeune et donc je pensais que j'avais besoin de ça pour me faire respecter. Sauf que ça ne marchait pas. En gros, en 30 secondes à peu près, les personnes se font une idée sur vous. Et si ce que vous leur donnez à voir, c'est pas cohérent avec l'idée qu'ils se sont fait de vous, ça crée quelque chose de bizarre. Et donc, quand je m'en suis rendu compte, j'ai complètement cessé de faire ça et je me suis dit, bon, je vais être manager avec qui je suis moi-même. Et j'ai gagné une quantité d'énergie phénoménale parce que ça me coûtait en énergie tous les jours. Fatigué à vouloir être ce que tu n'étais pas, quoi. Voilà, et c'était très fatigant. Donc, je pense que par rapport au style de management, déjà trouver ce qui vous convient à vous, avec quoi vous êtes à l'aise. Et puis, après, vous allez vous adapter avec chaque personne. Ce qui peut être difficile, c'est si votre style de confort où vous êtes à l'aise, si ça ne correspond pas avec les besoins de votre équipe. Par exemple, si vous aimez les gens déjà très très compétents et que ça ne vous plaît pas particulièrement d'accompagner une montée en compétences, vous pouvez être dans plus d'inconfort. Certains managers adorent aller motiver leurs équipes, donc ça les dérange pas d'avoir des équipes moyennement motivées. Et quand ils ont déjà quelqu'un de super motivé, ils vont presque fatiguer leurs gens super motivés, qui vont presque se sentir bah ouais, je suis motivée, qu'est-ce qu'il vient me dire ce manager? Donc c'est à la fois votre style, ce que vous aimez faire,
mais aussi il faut savoir sortir et tendre le bras pour adopter d'autres styles plus proches des collaborateurs en fonction. Et c'est ce savant équilibre de être qui on est et puis savoir tendre la main vers l'autre. Et si vous avez une base solide, c'est ce que j'ai envie de vous dire à travers l'anecdote de quand j'ai pris le management et j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour être en style de base qui n'était pas le mien. Le mieux, ce qui est plus solide, c'est d'être dans un style de base qui est le vôtre et vous êtes dans votre bonne énergie. Et ça vous donnera l'énergie pour aller tendre la main vers les collaborateurs qui vous correspondent moins. Mais si vous... Voilà, ça demande à se connaître un peu. Yann, c'est quoi un bon manager pour toi, s'il y en a? Okay. Moi, je n'ai pas la prétention de vous donner beaucoup de conseils sur les différentes façons qu'on peut manager. J'essaie de vous parler plutôt de mon retour d'expérience en tant que jeune manager. Peut-être que tu peux nous dire un peu l'historique. Un peu, voilà, dans quel contexte on est. En fait, j'ai déjà managé des petites équipes dans d'autres postes. Maintenant, là, j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans. J'ai un métier qui est un peu particulier. Donc voilà, on se présentait, je livre des produits bien-être dans les entreprises, mais très concrètement, qu'est-ce que je fais tous les jours? Je suis un logisticien, c'est-à-dire que je livre 200 entreprises dans Paris, en fruits, en snacks, en café, une diversité de produits. Et donc j'ai 10 personnes opérationnelles qui sont dans mes équipes et j'ai une quinzaine de personnes qui travaillent dans un entrepôt logistique que je dois aussi piloter régulièrement. Donc qu'est-ce qu'est un bon manager selon moi? Si tu parles un bon manager selon moi, la première chose, c'est quelqu'un qui se connaît soi-même. C'est-à-dire que j'ai un associé, on a chacun nos limites, on se connaît personnellement et on va toujours appuyer sur nos traits de caractère pour pouvoir gérer certaines situations et certains types de personnes. Pour vous expliciter un petit peu, par exemple, Alexis est plus, on va dire, plus vers la culture du résultat, de la performance. Et donc, souvent, il va gérer plutôt, on va dire, les sales ou même les équipes, mais il va toujours driver dans le sens du résultat, de la performance, de la réussite. Moi, j'ai plutôt la casquette relationnelle, faire le lien entre les équipes, le fait que on crée de la cohésion, on crée une cohésion d'équipe, d'essayer de voir si il n'y a pas de tracas, de soucis, des choses comme ça. Et voilà, d'essayer de créer cette atmosphère, on va dire, d'équipe. À peu près, voilà, la première chose. La deuxième chose pour moi, c'est quelqu'un de généreux, surtout quand c'est une petite entreprise. Le manager, il ne se permet pas de donner des ordres, il montre plutôt l'exemple tous les jours. Et donc, typiquement, pour parler par exemple, de quelque chose de très concret, la partie logistique, je passe très souvent la semaine, depuis 1 an et demi à venir, aider même les prépas, montrer pour moi ce qu'est un bon résultat et de le faire avec eux. Porter les caisses à 6h30 et après j'en les commence souvent à 9h où là je vais essayer d'accompagner aussi les opérationnels, leur donner, de transmettre le savoir que j'ai sur certains sujets et que essayer de les faire progresser pour qu'ils s'épanouissent personnellement. Généreux et je dirais aussi je l'ai. On a aussi, en tant que manager aussi, on essaie d'avoir un peu d'humilité et donc en fait, quand on arrive, on se positionne jamais en tant que chef ou quoi que ce soit. En fait, on est en permanence dans le feedback avec nos collaborateurs. C'est eux qui nous font grandir, qui nous font devenir des bons managers. On n'arrive vraiment pas avec des idées reçues sur la façon de faire. En fait, tous les jours, on va progresser sur pas mal de choses. Donc quand on est jeune, on n'a pas encore cette prétention, mais notre métier, c'est vraiment de coordonner et de faire que on partage tous ensemble une bonne aventure. Marie, tu avais quelque chose à ajouter sur cette question? Je vais voir si ça marche. Je vais reprendre ça. Oui, sur le bon manager, je vais rejoindre Yann sur le fait que le manager, il est au service de son équipe. Pour moi, le manager, il est à la fois au service de la performance de son entreprise et au service de son équipe pour aider l'équipe à délivrer, à atteindre l'objectif et dans des bonnes conditions. Donc il y a vraiment cette casquette du manager. Et un bon manager qui réussit à faire ça va avoir après un bras de levier énorme parce que l'équipe fonctionnera bien et c'est ça qui fait que ça marche vraiment après. Yann, est-ce qu'il y a des personnes sur qui tu t'es appuyé quand tu as commencé à manager pour justement prendre des exemples, voir ce qu'il faut faire, pas faire Encore, désolé, expérience perso, j'essaie de dire. Lorsqu'on crée une boîte, déjà, moi, j'ai eu la chance de partir à une formidable aventure dans une start-up où je n'étais pas du tout le manager, je m'occupais du marketing. Et ces gens-là m'ont vraiment appris ce que c'est le management horizontal. On était une équipe pareille d'une dizaine de personnes. Et ils avaient vraiment la culture, alors toujours,
même pour que ça parle à tout le monde, il y a pas que on ne va pas parler que de la start-up, mais on est vraiment dans une gestion de projet d'équipe. La gestion de ta start-up, c'est vraiment du projet. Donc déjà, ils m'ont appris pas mal de choses sur la façon de piloter ton entreprise. Tu ne la pilotes pas avec des grandes stratégies à 6 mois, à 3 mois, tu la pilotes à la semaine. Donc en fait, on attend vraiment des rendus réguliers à la semaine. On partage, donc ça, peut-être qu'on reviendra peut-être plus tard dessus, mais comment en fait on devient tous un peu omniscients de chaque mission. Donc ça, j'ai beaucoup appris et aujourd'hui, je l'applique dans mon entreprise. La deuxième chose, c'est j'ai été voir des pros, des RH, tout simplement, pour tout ce qui est acquisition de talents, de gens que je voulais faire venir dans mes équipes. Recruter, franchement, je vous apprends rien, c'est très compliqué et je crois que quand on le pratique, ça nous prend énormément de temps, c'est chronophage, on a vraiment peur de faire une erreur. Enfin, là, pour vous dire, mais même pour un projet, je pense de ne pas avoir le bon élément au bon endroit, ça peut faire perdre énormément de temps. Et donc voilà, les RH, allez voir en deuxième. Et troisième, on a été très bien encadré par des mentors et investisseurs à terme. Donc des gens qui sont seniors à différents niveaux, de la start-up, de la PME, même du CAC 40, on a été voir. Et ces gens-là nous ont énormément apporté. Je dirais sur les PME et les gens du CAC 40, c'est tout. On était les voir parce qu'ils connaissaient notre secteur. Et donc aussi, ce qui est important, c'est d'avoir, quand on s'encadre, c'est qu'on comprend les dynamiques de notre secteur dans lequel on va travailler. Donc voilà, moi j'ai pas mal de choses autour de la logistique qui m'ont beaucoup appris sur ces choses-là. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Il y a le cas où tu deviens manager et tu n'as pas à recruter ton équipe, et il y a ton cas où tu dois aussi savoir t'entourer, et le recrutement, effectivement, ça prend du temps. Donc, et tu dois aller très très vite. Donc voilà, c'est un vrai enjeu. Marie, toi, ton expérience est différente. Quand tu es arrivée chez Orange, tu as managé une équipe qui était déjà en place. Comment tu fais pour comprendre un peu le contexte dans lequel tu arrives et du coup arriver à travailler avec ces gens qui étaient là avant toi? Alors, une chose qui est intéressante quand on prend un poste de manager, c'est que très souvent on est amené à manager des personnes qui ont postulé au poste avant. Donc ça, c'est quelque chose qui se gère. Voire dans certains cas, on peut se retrouver à manager une équipe où 100% de l'équipe a postulé au poste, ce qui peut être très intéressant. Donc ça fait partie de l'histoire d'une prise de poste de manager. Donc moi j'ai plutôt le contexte grande entreprise. Déjà en arrivant, on est recruté par quelqu'un. Donc moi j'étais recrutée par mon manager qui a pu me dire des choses sur l'équipe dans laquelle j'arrivais, sur l'histoire, sur pourquoi il m'avait choisi moi, ce qu'il attendait de moi. Donc ça c'est véritablement un très bon point de départ. Après, ce qu'il est important, c'est aussi de se faire son propre avis. Parce que quand on est plus près du terrain, on ne se fait pas forcément le même avis sur ni les activités, ni les personnes. Et donc se faire aussi sa propre opinion par rapport à tout ça. Yann, tu disais qu'il fallait aller vite. Comment tu fais pour comprendre assez rapidement les besoins qu'ont tes collaborateurs et les équipes avec qui tu vas devoir bosser et que tu vas devoir manager? C'est un métier. Alors, la chance qu'on a nous, c'est très simple, c'est qu'on est dans la même pièce. Donc, c'est à la fois ce qui est bien, mais d'ailleurs, je pense que dans le projet, c'est intéressant, au-delà de la gestion de l'espace et comment on peut structurer des équipes par rapport à l'espace. Ce qui est le côté bénéfique d'être dans une seule pièce, c'est qu'on peut, nous, en tant que manager, observer nos équipes. Et je pense que voilà, qu'on est un peu en retrait, qu'on est un peu justement en retrait, on risque de ne pas avoir soit des petites tensions ou des gens qui sont très sollicités, en fait, et on va devoir aussi venir les soulager. Et je pense qu'on ne voit pas parfois le flux de mails qui passe, mais par contre, on peut voir physiquement les interactions. Et si on sent qu'il y a beaucoup d'interactions qui vont souvent dans un sens sur une personne précise, il faut comprendre que cette ressource-là, par exemple, on va la soulager. Donc ça, c'est des choses vraiment d'observation. Et après, il y a deux choses vraiment classiques. C'est le point de groupe, où on peut faire ressortir des choses, et les points individuels, où on verra peut-être, je ne sais pas sur la structure, mais en gros, je passe 3/4 du temps dans le point. Donc le premier quart, c'est en général, c'est ta mission, est-ce qu'elle se passe bien, et est-ce qu'on avance bien. Un tiers, excusez-moi. Un tiers, est-ce que ça se passe bien. Un tiers, on va dire quels outils moi je peux faire pour t'aider. Et le dernier, c'est toujours comment tu te sens et est-ce que tu es toujours à fond dans le projet, est-ce que tu as des interrogations. Et ça, tu veilles à ça de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est pas juste sur les projets en cours et la capacité de délivrer des choses, mais aussi sur ton bien-être et comment tu es dans ton poste, quoi. Ouais, complètement. En fait, c'est assez simple. Donc, comme je vous expliquais, on est tous en projet de 1 semaine.
Si je les monitore pas, en fait, faut que je suis sûr qu'on déroule et que ça se passe bien. Si je suis pas, mais je vais pas faire de métaphore bateau, mais si on ne vérifie pas en permanence que toutes les ressources sont à fond dans le projet et tout, c'est bon, sans être en micromanagement, être omniprésent derrière eux. Toutes les 2 semaines, en fait, je fais un point d'avancement avec chacun des équipes sur la partie, leurs objectifs et sur comment ils se sentent dans l'entreprise, pour être sûr que je rate rien et qu'il n'y a pas un décalage qui se crée. Et il y a le point de groupe 1 fois par semaine. Et ça t'a déjà permis de détecter des signaux qui étaient potentiellement nocifs et de rétablir du coup la situation? Oui, complètement. Je pense que même si je l'observais, je crois que je n'avais pas encore la solution, qu'on était encore trop petit en effectif, mais il y avait une personne qui était surchargée, qui a vraiment un talent, et voilà, j'ai une confiance énorme dans cette personne, mais elle était complètement surchargée. Donc le but, c'est qu'on a vraiment pris des résolutions, et je l'ai senti vraiment ému en train de dire j'ai envie de faire du bien à cette entreprise, mais là, vous me donnez trop de responsabilités, trop de choses à gérer, donc nous, on a dû se réorganiser pour la soulager. Voilà. Manager, c'est aussi savoir s'organiser par rapport à potentiellement les missions qu'on avait avant et les nouvelles qu'on va attraper en devenant manager. Pourquoi c'est important de clarifier son périmètre, Marie, en tant que manager et sur ce qu'on attend de toi? Comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivée Alors, ma première équipe, c'était une petite équipe. Et c'est vrai que le manager avait une partie des projets en propre, en plus d'être manager de l'entité. Et ça, c'est extrêmement complexe parce que il y a la tentation de faire avancer ses projets en propre. Et pour autant, si on n'avance pas sur certains points managériaux, si on n'est pas capable d'obtenir les ressources pour que l'équipe puisse avancer, on peut bloquer plusieurs personnes. Et donc, il y a toujours ce côté favoriser l'équipe pour ne pas bloquer plusieurs personnes et en même temps se retrouver en souffrance sur le ou les projets qu'on a en propre. Le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est vraiment de bien réfléchir au projet qu'on prend en propre. Ça peut être tentant de prendre le projet le plus phare parce qu'on est le manager, parce que ça donne de la visibilité ou juste parce qu'on aime bien ce projet-là et qu'on n'a pas envie de le lâcher. Et en même temps, si on doit vraiment remplir son rôle de manager et vraiment être en soutien pour les autres, c'est peut-être pas la meilleure idée. Voilà. En plus, si ce projet-là phare, s'il y a un problème, on n'a plus un niveau d'escalade dessus comme on pourrait l'avoir sur un autre projet. L'escalade, ça va être, il faut aller chercher un soutien au-dessus pour les arbitrages, etc. On se retrouve vite jugé parti. Donc, au maximum, il faut essayer de prendre, quand on est obligé d'avoir de l'activité en propre, prendre des activités qui pourront être mises de côté ou suspendues le temps de régler un problème qui se présenterait dans l'équipe. Et surtout, de toute façon, se réserver du temps absolument pour remplir son rôle de manager. C'est des rendez-vous avec soi-même pour réfléchir à la stratégie, à où on veut aller, pour réfléchir à tous ces signaux faibles qu'on a captés. On sent qu'il y a quelque chose qui peut-être ne va pas se passer très bien, mais on s'en occupe pas parce qu'au jour le jour, il y a plein de choses à faire. Et puis 3, 4, 5 semaines après, ça nous pète au nez. Et si on prend le temps avant de regarder ces choses-là et de les traiter, on gagne beaucoup de temps pour la suite. Et tout ça, c'est du temps de management à se garder de côté. Et c'est vraiment essentiel de le prendre. C'est vrai qu'on sous-estime souvent le temps que va prendre le management. Et du coup, beaucoup ont envie de garder leur projet. Et se disent, non, il n'y a aucune raison que je le mette de côté. Je vais réussir à mener les deux de front, quoi. C'est aussi savoir dire non, je pense, aux demandes entrantes qui arrivent et se dire non, ce temps-là, je vais le réserver à mon équipe et pas de mon projet. Ah oui, ça prend du temps parce que Yann en parlait, il y a les points avec chacun, il y a les points d'équipe qui sont absolument nécessaires pour motiver, pour être au courant de ce qui se passe et pour vraiment être dans son rôle managérial. Donc rien que ça peut prendre beaucoup de temps. En période d'entretien annuel, pour ceux qui ont des entretiens annuels, ça peut être significatif sur d'assez grosses équipes. Et puis, il y a tout ce que va demander l'organisation au sens large. Dans les grandes organisations, on a des points de passage obligatoires, des comités de direction, des comités de pilotage, toutes sortes d'interlocuteurs qui veulent qu'on rende des comptes, toutes sortes de reporting. Ça prend aussi beaucoup, beaucoup de temps. Et très souvent, moi, je vois des managers aujourd'hui, les managers que je forme ou que j'accompagne, qui se précipitent dans le métier, qui veulent rapidement montrer qu'ils sont experts dans leur métier, qu'ils maîtrisent, et qui ne vont pas prendre le temps de tisser les relations qu'ils ont besoin d'avoir tissées avec tout leur écosystème et qui feront qu'après ils sont sereins, qui feront qu'ils savent qui appeler s'il y a un souci, qui fait qu'ils pourront gagner du temps, qu'ils auront été au courant un peu en avance et qu'ils ont pu anticiper quelque chose. Ils ne l'ont pas forcément pris parce que ils étaient trop dans l'opérationnel.
Voilà, donc, au maximum, un manager doit consacrer du temps à son management. Et puis la réalité terrain, un manager souvent fait beaucoup d'autres choses quand même. Ouais, Yann, j'allais y venir, surtout je pense dans l'environnement startup, il y a très peu de managers qui sont juste managers et du coup tu es obligé de splitter ton temps entre l'opérationnel et le management. Comment tu as appris à dealer avec ça et si tu as une recette miracle, on est preneur. On est même par rapport à l'environnement de travail, on est très les uns sur les autres et en tant que manager, c'est très simple. Si on n'arrive pas à régler, à fixer des règles, on est sollicité à peu près toutes les quarts d'heure. Donc impossible de travailler. Ouais, parce qu'en plus tu as aussi la casquette que tu es fondateur de la boîte. Ouais, tu es fondateur et en fait, et ça c'est le sujet, c'est là on commence à grossir et à pouvoir abandonner des projets, des bébés, les donner à vraiment des gens responsables. Et c'est franchement, même si c'est des projets que j'adore, je suis vraiment content qu'il y ait des gens qui viennent m'appuyer sur ces sujets-là. Et après on a des règles, alors là on va rentrer plus dans le côté pratique. On instaure des règles. Donc déjà quand on monte en tension, parce qu'on on est quand même aussi il y a deux trucs, il y a la partie logistique et une partie on est très vente, donc très tourné vers le client. Donc, il faut résoudre des situations parfois de manière très rapide, il y a des coups de chaud où tout le monde est impliqué dedans et ça peut monter. Nous, donc ça c'est côté opérationnel. Du côté management, on a aussi on apprend des nouvelles pour l'entreprise. Je sais pas, je peux donner des exemples, mais quand on est en période de levée de fonds, c'est l'ascenseur émotionnel tous les jours puisqu'il y avait un investisseur qui vient pas et ainsi de suite. Donc c'est des moments qui sont très intenses. Donc nous, en tant que manager, ce qu'on a toujours créé, c'est j'en ai pas mal rigolé parce qu'il y avait un article de Welcome. On crée des moments à part où on marche en fait ensemble avec en tant que manager, le coworking. Alors le nom était ça s'appelle marcher, mais en gros on marche et on prend du temps. Alors je sais pas si on peut faire ça partout, mais il y a toujours un lieu pour le faire. Marcher et partager dans un autre contexte et ça peut se faire rapidement en fait 10 minutes dans la journée avec le manager et partager dans un autre contexte et marcher. En plus ça va de souffler, d'évacuer, on revient, on est clair, on est lundi. Ça, c'est le premier tip que nous, on a depuis, je crois, la création de Widedesk, gardé avec mon associé. Les deuxièmes trucs, encore un truc super concret, on a un rite qui s'appelle Pomodoro et en gros, pendant 1 heure, on a un chat général et pendant 1 heure, si on veut vraiment dire, voilà, on ne dérange pas les managers, on ne dérange pas les opérationnels, pendant 1 heure, c'est silence complet et chacun est focus sur ses tâches, on ne vient pas se déranger et en fait, on envoie le mot Pomodoro dans la conve. Et ce qui veut dire qu'en fait, on ne vient pas se déranger sauf urgence. Bon, c'est des petits tips qui appartiennent qu'à nous, mais c'est ce qu'on applique. On en parlait tout à l'heure sur comment tu fais pour un peu observer ton équipe et comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a l'observation, il y a l'écoute. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils sur un peu comment gagner la confiance de ces personnes qui ne te connaissent pas forcément ? Les premières briques en fait que tu poses. Les premières briques, c'est d'être problem solver pour eux, c'est-à-dire d'être toujours, on est à leur service, c'est-à-dire que pour que la machine déroule toute la journée et que tout aille bien, nous on essaye vraiment de faire que les choses soient bien huilées, que ça fonctionne bien. S'il y a des outils sur lesquels ils ont besoin d'être appuyés, on va leur donner des outils. Donc en fait, ils se sentent qu'on est là pour les soulager et sentir qu'on est vraiment là derrière eux. On ne les laisse pas, on ne dit pas t'es responsable du projet, tu te démerdes, voilà, on est tous ensemble. On verra peut-être dessus, mais aussi le fait qu'on soit omniscient des projets, bon, ça aide, c'est-à-dire que lors du point collectif, chacun fait un récap en fait sur sa performance de cette semaine, la performance à venir, et en fait on peut à ce moment-là échanger sur les sujets. Que tout le monde comprenne bien en fait le métier de l'autre. Exactement, les enjeux de chacun sur la semaine, et en plus, même pour moi, ça me permet aussi ça me soulage parce qu'au final, ils vont pas bien me déranger alors qu'ils peuvent avoir l'information. Moi, c'est assez clair et je pense que dans la gestion de projet, c'est assez intéressant de le faire. Essentiellement pour les motiver, leur donner les bons outils, je pense que c'est important. Marie ? Peut-être des choses à ajouter. Oui, pour moi, gagner la confiance de son équipe, c'est quelque chose qui se construit en fait. Et ça se construit beaucoup dans la prévisibilité. Si j'ai dit que je vais faire quelque chose, je le fais effectivement. On établit un cadre de fonctionnement et on le respecte et on le fait respecter dans le temps. Comme ça, on sait à quoi s'attendre et chacun sait quelles sont les fondations, quelles sont les vraies choses importantes. Il ne faut pas oublier que beaucoup de managers, quand ils prennent leur poste de manager, sont très focalisés sur ce qui se passe pour eux, comment ils vont faire les preuves, leurs preuves, comment se sentir légitime, etc. Mais pendant ce temps-là, il y a toute une équipe qui se dit « Oh là là, on a changé de manager, comment va être ce nouveau manager ?»
comment ça va se passer, et ça a aussi une importance très importante pour eux. Donc ils vont être en attente de savoir comment ça va fonctionner. Et pour gagner leur confiance, c'est aussi leur donner des clés. Voilà, moi je fonctionne comme ça, il y a ça qui est important pour moi, là-dessus c'est à vous de décider. Comme ça ils vont savoir où ils sont, et ça permet quand même déjà de simplifier beaucoup de choses. Après, il y a une chose qui est très importante, c'est de protéger son équipe également. Je dirais qu'une réussite dans l'équipe, ce qui est bien, c'est de mettre en avant la personne qui a réussi plutôt que de se mettre en avant soi. Et en cas de problème ou d'échec, c'est faire front et porter, je dirais, la responsabilité en tant que manager de ce qui se passe mal dans l'équipe, et puis après régler en coulisses ce qui doit être réglé, et protéger avant tout l'humain. J'ai travaillé dans des contextes où il y a beaucoup de tensions, et quand on assure qu'au niveau humain, on a des bonnes règles de vie, qu'on respecte en fait les personnes pour ce qu'elles sont, même si parfois les résultats ne sont pas au rendez-vous, que les personnes soient respectées et protégées en tant que personnes, ça permet déjà de gagner la confiance. Quand tu dis protéger son équipe, c'est en cas de conflit avec par exemple une autre équipe qui ne serait pas la tienne, quelqu'un est attaqué ou il y a un problème, c'est prendre la responsabilité du coup de ce problème-là, c'est ça? Oui, ça peut être n'importe quoi, un problème avec une autre équipe ou même avec un client ou un fournisseur, c'est il y a une difficulté qui émerge, prendre son téléphone, appeler le client en disant voilà, je suis le manager de cette équipe-là, j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui ne s'était peut-être pas tout à fait bien passé comme prévu, ce que je vous propose c'est telle solution, c'est de voir avec moi. Des fois, s'il y a besoin de mettre un petit peu d'huile dans les rouages, et surtout de se présenter comme quelqu'un qui vient pour résoudre les problèmes, et pas quelqu'un qui vient pour pointer le doigt, pour qu'il y ait de la culpabilité. Ouais, ça se fait après, à la limite, après, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on est arrivé à cette situation-là? Et donc, on regarde, mais toujours dans l'optique de construire et de faire mieux, et d'éviter de se retrouver dans ces situations-là à nouveau. Donc, je pense vraiment pour gagner la confiance de l'équipe, il y a ça, c'est qu'est-ce que je leur apporte, comment je les protège, et puis comment je les pousse en avant aussi. Donc, il y a un vrai rôle d'ambassadeur en tant que manager, effectivement, de représenter. Et on en parlait aussi quand on s'est vu en amont, c'est assumer, pas forcément tout reporter à la hiérarchie d'au-dessus, mais se dire, ça ok, c'est de mon ressort, quoi. Alors oui, je vais dire un truc là-dessus, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Il y a tout un sujet autour de l'affirmation de soi en tant que manager. Et parfois, par exemple, quand quelqu'un vient pour demander quelque chose, des managers sont tentés de dire je vais demander au RH ou je vais demander à la hiérarchie, alors qu'ils savent très bien que c'est non. J'ai envie de dire, s'ils savent très bien que c'est non, c'est le moment de dire écoute, c'est non et je vais t'expliquer pourquoi. Et ce n'est pas forcément la faute de quelqu'un d'autre ou parce que quelqu'un d'autre, des fois oui, des fois non, mais c'est être capable de porter le message aussi, parce que finalement, le manager porte le message de la stratégie de l'entreprise. Quel que soit le nombre de couches au-dessus, qu'on soit le patron de sa start-up, comme c'est le cas de Yann, ou qu'on ait 15 couches de management encore au-dessus, il y a un moment où quand même on porte un certain nombre de responsabilités et être capable de dire voilà, j'assume, moi je pense ça et je décide ça, et ça va être comme ça, je suis capable de l'expliquer, et en même temps, je n'ai pas à plus m'en justifier que ça, parce que au bout d'un moment, le manager décide de certaines choses. Dans l'image, j'en parlais, voilà, c'est l'erreur, le micromanagement, c'est quoi? C'est l'art d'être sur le dos de ton employé. Ça, franchement, c'est à proscrire, parce que en fait, c'est complètement antiproductif. C'est le risque quand tu as 3 personnes qui sont dans les équipes et qu'il y a tellement de choses à faire que tu as envie de les checker en permanence. En fait, ça, on peut en sortir assez rapidement. En fait, quand on arrive à structurer les équipes, les gens sont à peu près au bon poste. On va sortir du micromanagement. Et il y a un truc aussi qui peut être rassurant en tant que manager. Ça, c'est merci les startups. On a quand même des choses où maintenant on peut monitorer à chaque fois qu'il y a un succès dans l'entreprise sur certains sujets. Alors nous, on est très orienté de manière commerciale et suivi client. Il y a les 2 sujets. Et en fait, dès qu'il y a un retour positif ou négatif, tout est centralisé sur un même outil. Lorsqu'il y a un contrat qui est signé, on est tous au courant. Donc ça permet d'avoir moins d'atmosphère, on sent que ça avance et on n'est pas obligé d'aller embêter. C'est-à-dire, tu es sûr que tu vends bien ou tu es sûr que tu suis bien tes clients. En fait, le feedback il est centralisé et en plus, c'est vertueux pour les équipes.
Et au contraire, du coup, tu es plus dans la reconnaissance que dans le check-in. Voilà, exactement. Et en plus, on a la reconnaissance. En plus, voilà, c'est vraiment pour toutes les équipes, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, j'en parlais. Juste sur la reconnaissance, est-ce que c'est un truc que vous avez remarqué où on n'en donne naturellement pas assez, où il faut vraiment faire attention à ça ou pas forcément? Je pense que c'est des sujets, la reconnaissance, ça doit arriver un petit peu plus tard dans la structure de l'entreprise. Aujourd'hui, honnêtement, bon, après, c'est aussi générationnel. Et je pense qu'il y a plein de sujets en fonction de typologie d'âge qu'on manage. Moi, je manage, je pense, plutôt des générations X ou millennials. Et en gros, eux, ils sont plus trop dans cette tendance de reconnaissance. Ils sont dans l'accomplissement de soi. Donc quand ils viennent dans mon entreprise, déjà je vous ai présenté l'activité, c'est bien-être chez les collaborateurs, ils viennent trouver du sens plus que la récompense. Après, j'imagine à ponctuer en fonction des personnalités, et tu remarques aussi quelqu'un qui a besoin... Un commercial, il a besoin d'être valorisé, de dire, on accentue, plus qu'un profil qui lui est plutôt l'accomplissement de dire j'ai satisfait des clients, plutôt sur le customer. Chaque typologie de métier a quand même son degré d'orgueil. Je reste avec toi, Yann, sur une question assez concrète. Tu parlais des points d'équipe tout à l'heure. Comment tu équilibres à la fois tes points d'équipe et tes points individuels avec... J'ai déjà répondu, je ne vais pas être redondant. Je peux juste vous parler de la structure du point d'équipe. Je vous ai expliqué ce que c'est pour moi. Non, mais je disais juste sur le rythme. C'est un point hebdo avec chaque personne et sur la réunion d'équipe. C'est hyper simple la recette. C'est toutes les 2 semaines individuelles. Okay. Demain, par exemple, c'est ce que je vais faire. Et toutes les semaines, le lundi, on fait un point récap, je l'ai déjà expliqué, sur notre semaine. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, sans le je fais plus, mais je trouve que c'est pas mal et je trouve que c'est vraiment top dans les équipes. C'est ce qu'on appelle un Kanban. On va vraiment visualiser vraiment. Alors, je suis sûr que ça pourrait marcher dans les grands groupes. En fait, on va visualiser les points de progrès. Donc, en gros, on va hiérarchiser les métiers. Donc, pas hiérarchiser, excusez-moi, classer nos typologies de métiers. Alors, marketing, légal, finance, commercial. On va classer dans le temps, de dire projet à la semaine, projet au mois, projet au trimestre. On ne va pas plus loin dans une start-up. Et en gros, quand on priorise, donc en fait avec des post-it, chacun va se dire voilà, je suis responsable de cette tâche et voilà où j'en suis, il va nous donner les feedbacks. Et ça, je trouve que c'est un bon moment qu'on partage et ça doit être hyper concis. Donc ça ne doit pas partir sur des sujets comment on peut améliorer les choses. C'est juste donner la petite photo, c'est le moment où on le fait en fait. Voilà. Donc ça, c'est une fois le lundi. Et sinon, les meetings. Il y a un dernier moment, en fait, donc ça c'est plutôt oral, tout ce qui est feedback. Et après, on a un moment aussi où on passe à l'écrit, c'est pour donner le feedback à nos collaborateurs. Donc on est très feedback. En fin de mois, au moment où on verse les salaires, qu'on envoie les fiches de paie, en fait, on met un feedback aussi sur la perf du mois, est-ce que positif, pas qu'à performance de travail, mais aussi sur les points d'amélioration, points de vigilance. Je ne sais pas du tout si c'est bonne pratique, mais c'est le moment où il y a les primes, donc on l'explique aussi. Donc ça ponctue aussi les salaires. Ça ponctue les salaires, parce que oui, ça joue sur les primes, mais au moins, je pense que c'est le moment où on est clair, quoi. On ne se ment pas, on dit pourquoi, parce que nous, on s'est vraiment posé des questions, est-ce qu'on met telle prime, tel montant et tout. Et c'est le moment où en fait, il y a une partie de Cali et Quanti. Et sur Cali, on pose à l'écrit ce qu'on pense et ce qu'on pense qu'il pourrait être amélioré et aussi les points positifs du collaborateur. D'ailleurs, c'est quoi faire un bon feedback? Un bon feedback, tu vois, l'avis. Un bon feedback, déjà, c'est quelque chose qui est. On commence toujours par le positif. Je pense que pour mettre quelqu'un dans un bon état d'esprit, et dans tous les cas, il y a forcément du positif dans toute situation. Donc après, souvent quand on parle de feedback, il y a quelque part un point d'amélioration qu'on voit un peu sous-jacent. Feedback aussi, il y a le feedback positif, mais aussi le feedback, parfois il faut arriver sur des points d'amélioration. Moi j'essaye d'être, et je prends du temps, parce que honnêtement c'est pas évident de structurer sa pensée quand on veut faire un feedback, d'être concis, donc de dire voilà, sur telle fonction, t'étais bien en place, mais là il y a eu, tu vois, là l'information n'était pas bonne. J'essaie vraiment d'être précis à un moment précis dans la semaine. Je ne critique jamais la personne, mais le travail. Ça, je crois que c'est important. Faut vraiment distinguer les choses, surtout que voilà, nous, il y a l'humain, il y a parfois un côté un peu amical, et on ne parle jamais de l'humain et toujours
travail. Et voilà à peu près ce que ma sauce à moi. Voilà. Marie, pour toi, comment c'est un bon feedback? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur... Oui, puis je reviendrai quand même sur la reconnaissance parce que j'ai managé aussi des jeunes et j'ai trouvé qu'ils avaient, comme tout le monde, beaucoup soif de reconnaissance en l'occurrence. Et donc, beaucoup soif de ce qu'on leur dise, ce qui est bien dans ce qu'ils font, de se sentir appréciés et qu'il y avait quand même une part importante justement de feedback positif à leur faire. Et justement, il faut faire attention parce que très souvent, on ne prend pas le temps de reconnaître ce qui est bien. Et quand émerge un problème à résoudre, on va parler que des problèmes. Et donc, on se retrouve à avoir quelqu'un qui finalement est au top à 95% de ce qu'il fait. Sur 5% de son activité, il y a parfois des problèmes et ces 5%, on ne parle que de ça dans les points managériaux. Et donc, c'est important au fil de l'eau, dès qu'on a l'occasion, dès qu'on repère quelque chose qui s'est bien passé, quand il y a du bon travail, quand on apprécie quelque chose chez un collaborateur, de faire ce feedback positif. Et justement, c'est pour moi le point de reconnaissance le plus important, ça et le merci. Après, on peut mettre d'autres choses dans la reconnaissance, il y a les salaires, les évolutions, etc. Mais déjà, à la base, pouvoir aller dire ça, et je trouve que c'est assez universel, dans ce que j'ai pu observer en tout cas. Après, un bon feedback, pour moi, quel que soit l'objectif du feedback, il est fait pour construire. Donc, si on se donne la peine de faire un feedback, c'est qu'on a envie de construire. Donc, un feedback positif, ça va être pour construire en énergie, pour motiver. Et donc, l'idée, c'est d'identifier les points forts de la personne et ses bonnes pratiques pour qu'elle se booste et qu'elle les utilise mieux pour tout. Un feedback sur des choses qui fonctionnent moins bien, son objectif, c'est que ça fonctionne mieux. C'est pas de trouver un coupable. C'est effectivement de noter ce qui a été fait, l'impact que ça a pu avoir qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, et puis de voir comment ça peut fonctionner mieux. Donc cette notion de construction derrière le feedback, d'ailleurs feedback ça vient de nourrir en anglais, elle est hyper importante. Et donc pour moi, un feedback qui soit sur quelque chose qu'on a envie de valoriser ou quelque chose qu'on a envie de changer, il a toujours la même structure, on commence par des faits précis, on sait exactement de quoi on parle, le dossier qui a été présenté la semaine dernière, l'impact qu'il a eu, soit il a permis de gagner le client et auquel cas c'est un feedback positif et merci et c'est le moment de le dire. Soit il y a eu quelque chose d'insuffisant dessus et donc on va plutôt se diriger vers tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit mieux la prochaine fois. Donc les deux directions peuvent être prises, mais c'est tout le temps la même chose, il faut savoir de quoi on parle, donc être sur un fait précis. Vraiment noter quel est l'impact que ce fait a eu sur soi, sur l'équipe, sur les clients. Et construire à partir de ça pour continuer ou changer quelque chose. Yann, on parlait des points d'équipe, des réunions. Quelle place, on est en start-up donc je pense que c'est peut-être un peu exacerbé, mais quelle place pour les moments plus informels pour construire du lien aussi entre ton équipe et du coup pas juste être sur le travail mais peut-être un peu autre chose. Mais pour compléter, feedback is a gift. C'est ce que disait toujours mon premier manager et je m'en suis toujours servi. Pour les moments informels, alors c'est pas parce que c'est la start-up que... Non mais il y en a probablement plus en nombre que dans un... Oui, complètement. Sur les moments informels, la première chose, même pour revenir sur aussi les gens qui sont dans mes équipes, les moments informels, en fait, c'est aussi le cadre de travail. C'est en fait, et c'est nous ce qu'on prône aussi dans les sociétés, c'est le cadre de travail, c'est le prolongement de ce qu'on commence en personnel, on a envie de le prolonger un peu dans le professionnel. Donc souvent, ça peut être l'alimentation saine, ça peut être le sport, les choses comme ça. Et en fait, même s'il y a des choses qui arrivent de manière, qui sortent quand même aujourd'hui de l'image du monde professionnel qu'on avait avant. Et donc on apporte aussi un environnement de travail sain et naturel. Le deuxième chose, effectivement, on crée pas mal d'événements, mais on essaye de ne pas trop sacraliser ces événements chez nous. Ça peut être naturel, ça peut être quelque chose d'impersonnel, ça ne veut pas dire bon, ce mercredi c'est déj d'équipe. En fait, on va juste proposer un déj aux équipes, viennent ceux qui veulent, et il n'y a pas de pression, on ne crée pas un truc, parce que c'est ça que le manager, on a parfois envie de s'extirper, et voilà. Mais on essaye juste de se dire de manière spontanée, qui veut venir vient. Donc c'est à ce moment que ça devient un peu différent et pas que pro. Et puis bien sûr, on célèbre chaque événement de la vie de l'entreprise.
des petites réussites comme les grandes réussites, on essaie de les célébrer, mais ça doit rester quand même, chacun aussi sa vie personnelle, on n'est pas là tous tournés vers l'entreprise, donne ta vie, finis tard ou quoi que ce soit, on n'est pas là dans cet objectif-là. Marie, est-ce qu'il y a des moments informels dans les grands groupes aussi entre collaborateurs? Tout le temps. Il y a beaucoup de moments informels tout le temps et tout au long de la journée. C'est le café qu'on va prendre ensemble. Il y a toutes sortes de pauses qu'on peut faire pour aller prendre l'air. Il y a les déjeuners, les cafés, les apéros le soir. Tout se dit, tout se communique, tout se décide à ces moments-là. Et puis il y a aussi ce côté vraiment d'aller créer ces moments informels quand on sent qu'on est sur une zone sous tension, plutôt qu'envoyer un mail avec toute la planète en copie, passer la tête dans le bureau de la personne concernée et lui dire « Ah tiens, dis-moi en 5 minutes, là comme ça, qu'est-ce qui se passe au fond ?» Et c'est là qu'on a vraiment l'information essentielle. Donc j'ai envie de dire que, et surtout quand on est manager et qu'on commence à avoir besoin d'avoir des antennes un petit peu partout, il faut les créer à chaque occasion, au coin d'un couloir, quand on croise quelqu'un dans l'escalier. Voilà, on peut partir dans la journée en ayant pour objectif d'avoir réussi à voir telle personne et à le créer, ce moment informel avec telle personne. Donc il y a peut-être moins de rituels, je ne connais pas ton mode de fonctionnement, mais toutes les équipes en créent et c'est à chacun de les créer en fonction des besoins. Et pour toi, le manager doit avoir ce rôle de, par exemple, créer un rendez-vous mensuel où vous allez faire un déj d'équipe ou une soirée tous les trimestres pour fêter les réussites de l'équipe. Enfin, c'est aussi son rôle de créer du lien de manière à avoir toute l'équipe, en fait, pas juste le manager et une personne sur des moments informels. Oui, mais il y a les réunions d'équipe déjà, c'est assez important, c'est vraiment un moment phare de la vie d'une équipe. Le moment, oui, ça c'est plus formel, mais à ces moments-là, on peut proposer des choses. Et puis après, ça dépend du degré de maturité de l'équipe par rapport à ça ou des envies de l'équipe. Mais rapidement, une équipe qui fonctionne bien, où il y a de la confiance, va être force de proposition. Dire, ah bah tiens, ce serait sympa de faire un truc. Et puis de temps en temps, ils vont le faire sans le manager aussi, parce que c'est quand même vachement plus sympa d'aller boire un coup sans le manager pour pouvoir baver un petit peu sur le manager. Et ça aussi, ça fédère l'équipe, et il faut l'accepter qu'il y a des moments où... il y a des moments où ça se fait aussi sans le manager et j'en connais qui souffrent de ça et en même temps, c'est plutôt un signe sain d'avoir une équipe qui est capable de s'organiser et de se dire tiens, on va boire un coup sans que le manager soit derrière à essayer de pousser pour ça. Donc ça fait aussi partie de la vie d'entreprise et de la vie d'équipe. Je retourne sur un sujet plus formel pour le coup, sur le sujet des plans de carrière. Comment tu fais pour faire évoluer tes collaborateurs dans le temps ? Alors, pour faire évoluer les collaborateurs dans le temps, ça dépend énormément de ce que souhaite le collaborateur et je pense vraiment que le point de départ, c'est d'avoir une discussion avec les personnes sur ce qui les motive, ce qu'elles souhaitent faire, les compétences qu'elles souhaitent développer. Plus on arrive à mettre ça en parallèle avec les besoins qu'on a dans son équipe et plus la personne a une marge de croissance au sein de l'équipe. Et puis des fois, ça va dépasser ça. Il y a d'autres ambitions qui vont vers l'extérieur de l'équipe. Et ça devient une discussion sur, ben voilà, ce qui est bien, c'est d'être transparent parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui part du jour au lendemain parce qu'elle n'était pas satisfaite, qu'on n'en a pas discuté, qu'on n'a rien traité et qu'il n'y a pas eu de passation de projet. Donc c'est aussi d'aller aider une personne, lui dire « Ok, tu veux évoluer vers telle chose, bon, bah, par rapport à ton métier d'aujourd'hui, je peux te confier telle mission qui peut t'aider à monter en compétences ou t'accompagner ou te proposer telle formation ou te mettre en relation avec telle personne. » Ça se construit vraiment avec chaque collaborateur. Je pense que le point clé pour le manager, c'est d'être à l'écoute. C'est vraiment d'être à l'écoute de ça. Et tu ne m'as pas posé la question pour les écueils, mais c'était une des premières choses qui m'était venue, c'était de me dire un des grands écueils quand on prend une équipe, c'est de ne pas l'écouter, c'est d'arriver avec envie de faire plein de preuves, de montrer plein de choses, d'avoir plein de grandes idées pour son équipe et pas avoir pris le temps de les écouter. De quoi ils ont vraiment besoin, quel est leur métier vraiment, quelles sont leurs contraintes vraiment. Et donc tout ça, ça s'écoute. Et après, c'est en réaction à ce qu'on a compris, entendu, dans une démarche de construction. C'est un état d'esprit finalement. Écoute, état d'esprit, et puis on fait comme on peut. On peut être très créatif en fait. Mais ça va dans les deux sens, effectivement. C'est pas que toi qui impulse une direction pour ton équipe, mais aussi individuellement des personnalités qui vont avoir des besoins et des envies différentes sur leur évolution de poste. Alors oui, parce que si le manager impulse tout, il y a un risque quand même, c'est qu'il impulse tout suivant sa vision de la vie, sa vision du travail, et qu'il n'embarque pas vraiment tout le monde, parce que chacun
à la sienne. Donc déjà, première chose, c'est d'aller se connecter un petit peu aux autres et essayer de comprendre qui ils sont et où est-ce que l'équipe peut aller ensemble. Et puis, ça fait des managers très, très fatigués. Quand on prend sur soi de tout faire, qu'on se met à penser à la place de son équipe, en disant tiens, mon équipe, je pense à sa place, je lui demande même pas son avis, je me dis que telle personne, faudrait la booster vers telle direction, ça se trouve, ça la motive même pas. Ça nous génère beaucoup de travail, souvent inutile, parce qu'on n'a pas été demander aux gens ce qu'ils veulent. Donc, plus j'avançais en management et plus en plus j'avais de charges de travail, et plus je faisais simple et d'aller demander aux gens, bah tiens, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te plaît moins, comment on peut faire ensemble. Et du coup, c'est de la co-construction et ça marche beaucoup mieux. Yann, sur une note un peu moins positive, comment on fait pour gérer les conflits et notamment tout ce qui est de l'ordre du recadrage? Même si c'est un mot horrible. Non, en plus on en parlait, j'ai raconté, j'ai mon premier recadrage. Du côté de la logistique, donc en plus un métier où je suis moins à l'aise, voilà, c'est quelque chose que je connais moins. Et là, c'est le métier de manager, c'est qu'il est censé être un peu omniscient et faire pas mal de choses. Donc, j'ai dû savoir me positionner. La main sauce à moi, et c'est comme ça que j'ai fait les choses. Je dis pas du tout, mais c'est comment j'ai vu les choses. La première chose, c'était quelqu'un qui était là depuis le début du projet, donc ce qui a fait énormément de choses. Donc, c'est encore moins évident de se positionner. Par rapport, on sait ce que c'est, quand on demande quelque chose, enfin, n'importe quel projet, ce que ça peut demander au début comme sacrifice. Donc c'est pas évident de recadrer. Donc j'ai fait l'approche sur l'entreprise, de l'évolution de l'entreprise, de comprendre l'univers dans lequel il évolue et de lui expliquer que c'est pas que les humains qui évoluent en face de lui, c'est l'organisme, et qu'on prend une dimension qui prend de l'ampleur et qui va demander une structuration. Donc ça c'est la première chose sur laquelle j'appuyais. Je lui ai renouvelé deuxièmement toute la confiance que j'ai en lui jusque-là. Donc je pense que le feedback aussi, c'est de lui dire voilà. J'ai confiance en toi, même si c'est pas là où je t'attends aujourd'hui, je pense que l'homme en lui-même, j'ai confiance en lui. Après, donc justement, on était sur les points d'amélioration, là où je souhaitais le voir progresser. Et après, il y a la partie un peu moins drôle, c'est que effectivement, moi, j'ai pas envie de rentrer dans un système chronophage, ça a répété derrière la personne. Logiquement, je pars du principe que la chose est dite. Donc en gros, ça va être un peu brutal, mais en gros, ce que j'ai dit, c'est que si ces événements ici ne vont pas aller dans le sens là, enfin là on l'attend, s'il ne va pas dans l'attente, il pourra recevoir en gros un avertissement. C'est pas de gaieté de cœur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais en fait j'ai besoin moi aussi de pouvoir me concentrer sur mon métier et pas avoir quelqu'un qui va en faire qu'à sa tête sur des sujets. Donc pour moi, cet avertissement, même si voilà, je ne peux pas l'appliquer, je pense que ça va aller, ça me permet, si un jour je le croise et je le vois hors, qu'il dévie en fait de son rôle et qu'il n'est pas à sa place, ça pourra me permettre un jour je pense, me raccrocher, de dire tu te souviens, on a eu une conversation tous les deux et voilà, on a vu quand même pas mal de choses. Et voilà, avec ça en sous-jacent, sans mettre une épée Damoclès, mais je pense juste à un moment précis. Et au-delà de l'avertissement, c'est aussi d'essayer de lui donner après les outils pour que lui aussi se continue de s'épanouir dans l'entreprise et après il est reparti sur là où il a vraiment du besoin dans les équipes. L'avertissement, c'est la petite sonnette d'alarme avant le licenciement. Genre ça, faut me dire. Je sais pas, oui, parce qu'à un moment, on va avancer et disons que c'est à peu près ça. Marie? Les recadrages. Les recadrages, c'est souvent... Je pense pas que ce soit... Désolée. Oui. On m'entend? Ouais. Ok. Donc les recadrages, oui, c'est souvent un moment managérial très difficile. Il y a une très très grosse charge émotionnelle parce qu'on va aller dire à quelqu'un qu'on n'est pas content de ce que cette personne a fait. Et il faut justement éviter, comme le disait Yann, d'être sur quelque chose de personnel. Donc le recadrage, c'est une sorte de feedback. C'est un feedback basé sur le cadre. Donc il y a plein de recadrages qui sont très difficiles parce que le cadre était implicite et qu'il n'a jamais été explicité. Donc déjà, la base de la base pour être à l'aise pour recadrer, c'est que le cadre a été bien explicite et qu'il était bien connu. Et donc là, c'est plus facile de recadrer. On peut dire, tiens, regarde, il y avait le cadre, on en avait parlé, tu étais d'accord, on avait fait top là, on avait contractualisé ça d'une manière ou d'une autre, et tu es hors des clous.
Et l'impact que ça a, c'est ça, ça, ça et ça. Et en fait, ces impacts-là, ça ne va pas être possible. Enfin, ce n'est pas acceptable pour moi. Et donc, comment est-ce que finalement, demander à la personne comment elle va s'arranger pour revenir dans le cadre. Et présenter comme ça, c'est déjà un peu plus facile que d'aller dire à la personne. Très souvent, ça devient un peu centré sur la personne. On va l'éteindre, je pense. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, il faut vraiment, vraiment éviter d'être sur la personne parce que la charge émotionnelle elle est trop importante. Et très souvent, on peut glisser parce que je vois aussi beaucoup de cas où, avant de faire un recadrage, on attend que ça soit produit plusieurs fois et on attend un niveau de fatigue ou d'exaspération qui est assez important. Et du coup, la charge émotionnelle du truc fait que les personnes en face peuvent se prendre quelque chose d'assez fort et du coup se défendre. Parce que c'est trop fort et réflexes de survie, elles vont se défendre. Il faut essayer de sortir de ça. Donc en faisant des petits recadrages réguliers, dès qu'il y a une petite sortie de route, dire attention, reviens sur la route pour pas qu'il y ait un écart énorme et un très gros recadrage à faire. Et puis, il faut se lancer. À un moment, il faut se lancer. Il y a plein de techniques. Bien le préparer avant et faire direct, net, sans bavure. Et puis, non mais voilà quoi, au bout d'un moment, on tourne autour du pot, ça sert à rien de dire voilà qu'il y a quelque chose qui devait être A et c'est B qui a été fait et donc il faut retourner à A quoi. Et c'est pas personnel, c'est simplement que si on a mis un cadre, c'est que ça a un intérêt pour l'entreprise, pour l'équipe, pour le client, quelle que soit la raison. Bien citer cette raison-là et dire qu'il faut que ça change. Voilà. Je vais finir par une dernière question avant de vous laisser la parole. Qu'est-ce qu'une erreur de management? Une erreur de management. Une erreur de management, on ne la voit pas souvent au moment où on la fait. Ça peut être parfois, on regarde en arrière, on se dit « Ah tiens, à tel moment, ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ou faire ça, ou j'ai peut-être mal évalué la situation et puis ma réaction n'a pas été adéquate. » Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses erreurs de management tant qu'on reste dans le respect de la personne, tant qu'on ne crée pas une rupture relationnelle. Parce que chaque jour, il y a un nouveau jour et finalement, on peut très bien revenir le lendemain en disant « Tiens, écoute, hier, je t'ai dit un truc parce qu'il m'avait semblé que voilà, ce que tu avais fait, ce n'était pas dans les clous. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était bien ça qu'il fallait faire, donc je suis désolée de t'avoir dit ça. Est-ce que tu es OK pour repartir sur ce qu'on avait dit avant ?» Ou dire « Tiens, je me suis énervée, j'aurais pas dû présenter ces excuses. » ou dire qu'on a changé d'avis. Chaque jour, on peut reprendre. Il n'y a pas, je pense qu'une erreur, ça peut être de surdramatiser les choses, ce qui fait que la charge émotionnelle est trop grosse, ce qui fait qu'après, on s'en veut, et puis ça crée quelque chose de finalement difficile à porter. Alors que si on est capable de se donner de l'agilité, de changer d'avis, et puis d'être clair et transparent avec tout ça, ça met de la fluidité. On va finir là-dessus. Merci beaucoup à tous. Je vous invite à rester prendre un petit verre avec nous si vous avez encore un peu de temps. Merci beaucoup. Merci.